Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Zombie! Il y a bien longtemps qu'on ne m'avait plus appelé comme ça. Salut Zombie! Je ne pensais pas vous trouver ici. Bah, je suis chez moi, connard. Mais qu'est-ce que vous foutez là, colonel? Vous savez bien que je ne suis plus dans le circuit. Il faut que vous reveniez pour vos farfadets. Et je ne suis pas là pour vous supplier. Sans moi, colonel. Je passe mon tour. Je suis bien ici. Regardez comme c'est calme, il n'y a pas de rageux offusqués par mes vidéos. J'ai enfin trouvé la paix. Notre place n'est pas ici. Vous devez revenir sur YouTube. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vos farfadets ont besoin de vous. Ça n'est plus ma putain de guerre. Tenez, il faut que vous analysiez ça. Oubliez le passé, sortez-vous les doigts du cul et revenez. Ah, au fait, je crois que vous aurez besoin de ça. Oh non, mais c'est vulgaire, là. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Salut mes petits farfadets, c'est la rentrée, c'est la reprise, la saison 6, il faut que ça glisse. J'espère que je vous ai atrocement manqué, mais on n'est pas là pour niaiser. Et sans plus tarder, observons ce sommaire stylé. Avant que YouTube ou les bien-pensants interdisent tout, je vous propose aujourd'hui de parler d'araignées en tout genre avec Spider-Woman, qu'on n'a encore jamais évoqué sur cette chaîne, ce qui m'amènera à vous montrer quelques figurines en rapport avec la première partie de la vidéo, puis nous enchaînerons avec mon Strange préféré, le numéro 160, sur lequel il y a de quoi pavoiser. Mais assez parlé, et sans plus tarder, envoyons le bousin. Ma lecture de la semaine porte sur ce scintillant album Panini regroupant les premières aventures de Spider-Woman durant l'an de grâce Kelly 1977 et 1978. Livre Je sens que tu veux me pécho. Aussi vrai que Michael Jackson aimait les enfants, j'ai toujours kiffé Spider-Woman. Comme bien des lecteurs français, de type standard et sans intérêt, j'ai découvert les aventures de la bonasse dans Nova. Elle a tissé sa toile en novembre 1980 pour la première fois dans le Nova 34. Cet album alongui et d'un fort beau gabarit nous propose de découvrir ses premières aventures. Et vous allez pouvoir le constater, trouver un style à Spider-Woman a été fastidieux. La genèse artistique de Spider-Woman est liée à une question de droit comme d'habitude. Marvel a eu vent du projet de Filmation de faire une émission avec un personnage nommé Spider-Woman. À une époque où Spider-Man était à la mode, la tentation de surfer sur la vague en créant une Spider-Woman n'a pas manqué de saisir les producteurs avides de pognon issus des milieux interlopes dédiés au consumérisme. La confusion entre les deux noms risquait d'attirer le chaland et beaucoup ont tenté le coup de façon subrogative en tapinant. Pour protéger le nom de Spider, Stan Lee a demandé à Archie Goodwin d'inventer un personnage de one-shot avant que Filmation ne le fasse. Et c'est ainsi que Spider-Woman a fait ses débuts dans Marvel Spotlight, un comics que Marvel utilisait pour présenter de nouvelles idées, fun et bigarrées aux lecteurs. Archie Goodwin, associé à Sal Buscema, mais aussi à Marie Séverin pour le costume, a donc révélé Spider-Woman. Prévu initialement comme un one-shot pour protéger le nom, Spider-Woman connaît un succès et les ventes de cette publication ont explosé. Fort de ce succès et pénétré de cette rassurante certitude sur l'avenir de ce personnage, Archie Goodwin confie le titre à Marv Wolfman. Alors au départ, Spider-Woman devait être une araignée génétiquement évoluée à laquelle le maître de l'évolution avait donné forme humaine. Je vous laisse quelques secondes pour digérer cette information. No, God! Et finalement, Mars Wolfman décide d'abandonner cette idée capillotractée et il en fait une humaine. Comme Stan Lee ne voulait pas que Spider-Woman soit le pendant féminin de Spider-Man, Marv Wolfman décide de se baser sur le mystère de ses origines et la crainte que ce personnage pouvait faire ressentir aux gens. Ses phéromones arachnéennes dégoûtaient les personnes qui l'entouraient, faisant de ce personnage un solitaire confus et en colère contre sa condition, un peu comme moi à 25 ans. Au niveau du nom, Marv Wolfman a choisi Drew, référence à Nancy Drew, la première véritable héroïne détective de fiction de l'époque moderne. Quant à Jessica, c'est le prénom de sa fille. Ouais, non mais... on s'en fout. En ce qui concerne le masque, l'histoire de Marvel Spotlight d'origine, réalisée par Archie Goodwin et Sal Buscema, Spider-Man portait un masque couvrant ses cheveux, ce qui était aussi moche que la Roumanie avec son argent dévalué et ses lacs pollués. Marv Wolfman a demandé à Carmine Infantino de couper le haut du masque afin de laisser ses longs cheveux flotter derrière elle, la rendant plus sexy. Extase. Entre les émotions imprévues, le salopin a tout prévu.
Ah, sûrement. J'arrête là ma présentation du personnage car je sens bien que vous en tapez le coquillard, surtout les jeunes issus de la génération TikTok. Et ouais, tu leur racontes un truc qui dure plus de 10 secondes et ils s'ennuient ces bâtards. Alors tournons-nous sans tarder vers les pages de cet album velu pour découvrir la toute première aventure péchue de la belle petite araignée sexy. Les premières pages sont tirées du Marvel Spotlight numéro 32 datant de février 1977, aventure que les lecteurs français ont pu lire dans le Nova numéro 34 de novembre 1980. Je ne sais pas pourquoi Panini n'a pas traduit les titres qu'il a laissés en anglais, mais c'est un point de détail, comme le dirait Jean-Marie. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Écrit par Marv Wolfman et dessiné donc par Sal Buscema et Jim Mooney d'ailleurs, Dark Destiny, traduit par Sombre Destin ou Étrange Destinée dans Nova 34, nous dévoile les origines de Spider-Woman qui commence comme une méchante qui s'attaque au Shield pour le compte de l'Hydra. Les lecteurs observateurs non genrés pourront constater qu'une fois de plus, Lug a enlevé les onomatopées et les scènes trop violentes, comme à leur habitude. C'était la mode à l'époque. Puis l'album Panini nous montre la seconde apparition de la jolie nénette dans le Marvel 2-in-1 numéro 29 de juillet 1977, où la chose s'associe à Shang-Chi contre les hordes de l'Hydra. Marv Wolfman est assisté au dessin par Ron Wilson. En fait, Spider-Woman n'apparaît que dans la toute dernière case. Nullement publié chez Lux, c'est du côté d'Aredi que les lecteurs français ont pu lire cette histoire en 1983 dans Hulk numéro 27, collection Flash. Puis l'album Panini nous propose le Marvel 2-in-1 numéro 30 datant d'août 1977 où Spider-Woman et la chose se rencontrent dans un épisode aussi fat qu'une vidéo d'Enjoy Phoenix. Et pourtant les dessins sont de John Buscema. Cet épisode a également été diffusé en France dans le Hulk numéro 27 en mai 1983. Le final où la chose et Spider-Man tombent dans la Tamise n'a rien d'accrocheur pour tout dire. On sait qu'ils vont s'en sortir et il n'y a pas véritablement d'enjeu. C'est comme faire une course de natation avec le petit Grégory, on sait comment ça se termine. On enchaîne donc avec le Marvel 2-in-1 31 de septembre 1977 qui nous narre la suite de l'aventure. Alicia Master, la chérie de la chose, est transformée en araignée répugnante qui s'attaque à nos deux héros. Si c'est toujours Marv Wolfman qui œuvre au scénario, la valse des dessinateurs se poursuit car c'est Ron Wilson qui revient pour illustrer l'aventure. Les lecteurs français ont pu lire dans Hulk Collection Flash numéro 28, en juillet 1983. Marv Wolfman avoue dans une interview de 2015 qu'il a utilisé les Marvel 2-in-1 pour développer le personnage de la jolie petite araignée, et surtout pour trouver son style et définir ce qu'elle deviendrait par la suite. Bref, le Marvel 2-in-1 a servi à Wolfman de laboratoire avant de lancer la série officielle. On le sent à la lecture de ces épisodes, Wolfman hésite et débite. Dans le Marvel 2-in-1 32 d'octobre 1977, l'Invisible vient se joindre à Ben et à Jessica pour mettre un terme au calvaire d'Alicia. Marv Wolfman et Ron Wilson nous livrent une aventure palpitante jusqu'à la dernière case. Là encore, ce récit a été publié chez Aredi dans le Hulk Collection numéro 28 en 1983. Et la même équipe remet ça dans le Marvel 2-in-1 numéro 33 de novembre 1977 où on retrouve Ben, Spider-Woman, associé à ce facétieux pisse-froid de Modred dans un épisode là encore publié dans le Hulk 28. Je ne l'ai pas trouvé transcendant. Cet épisode est du même tonneau que Conan 2. Oh les monstres! Ah ouais. Cet album Panini arrive enfin à la série officielle du Spider-Woman dont le premier épisode est sorti en avril 1978. Cette histoire de Marv Wolfman et de Carmine Infantino a été lue en France dans le Nova numéro 35 de décembre 1980. Et oui les amis, Nova, ça sent le suppositoire mémoriel enfoui au plus profond de vous-même, non? Non. Lug a sucré de nombreuses cases et a enlevé les traits trop violents. Dans le premier épisode, Marv Wolfman introduit un détective de Scotland Yard, de type métrosexuel, attiré par Spider-Woman tout en la trouvant très suspecte, de quoi mettre un peu plus de piquant dans la vie de la belle araignée rouge. C'est plutôt une bonne idée. Ouais, c'est pas faux. Le deuxième épisode datant de mai 1978 introduit Morgan Le Fay et son guerrier soldat Excalibur. Marv Wolfman avouera que si Jessica était le prénom de sa fille, Morgan était son deuxième prénom et Faye le nom de sa mère. C'était vraiment très intéressant. Cet épisode a été publié dans le Nova 36 de janvier 1981. Puis nous découvrons le troisième épisode avec l'arrivée du premier des frères Grimm, un vilain arborant un masque de tête de mort. Marv Wolfman a fait agir ce méchant dans un cadre similaire à celui du fantôme de l'opéra. Personnellement, c'est avec cet épisode publié dans le Nova 37 de février 1981 que j'ai découvert Spider-Woman. C'était mon premier Nova que mon papa m'avait offert après l'avoir trouvé chez ce vieux monsieur chinois, vous savez, dans la rue pleine de fumée. Et en plus de l'aventure de Spider-Man, transformé en lézard qui m'avait marqué et mis la
chair d'ampoule, c'est-à-dire jeu de mots. C'est-à-dire pas compris? C'est dans ce Nova que je suis tombé amoureux de Spider-Woman et que mon hétérosexualité d'homme blanc patriarcal et suprémaciste s'est confirmée. Oh, you touch my tra-la-la. Arrêtez! Dans l'épisode numéro 4 de juillet 1978, Spider-Woman rencontre un nouveau méchant bourru et bourré appelé le bourreau. Il est l'archétype de l'assassin qui essaie d'arrêter les criminels. Et ce concept est intéressant car le bourreau est persuadé, comme les progressistes SJW, d'œuvrer pour une justice alors qu'il tue et torture pour arriver à ses fins. Cet épisode a bien évidemment été publié dans le Nova numéro 38 en mars 1981, qui à l'époque passait honteusement de 4 francs à 4 francs 50 et enseignait aux jeunes lecteurs les affres du capitalisme. Vous êtes un communiste, communiste. Ta gueule! Ça donne vraiment l'impression que Luke aimait gâcher le plaisir des enfants pauvres. Et alors là, c'est ici que posséder cet album Panini est d'une utilité absolue. Car lorsque le Nova 39 d'avril 1981 publiait le Spider-Woman numéro 5 d'août 1978, les Philistins de la censure lugienne ont fait un vrai massacre en ne publiant que 8 pages sur 17. Oui, vous avez bien entendu, 8 pages sur 17. Inutile de dire que le lecteur de ce Nova l'avait bien profondément dans l'oignon. Tu m'étonnes. Car Marv Wolfman n'a pas eu la main morte dans l'horreur et l'effroi. Ayant travaillé sur Tomb of Dracula, le scénariste complètement stone part en road trip et fait un récit d'horreur pur avec ce 5e épisode, et ce n'est certainement pas une histoire de super-héros. S'inspirant de récits de l'ancienne maison d'édition EC Comics, Marv Wolfman utilise une narration à la 2e personne. Essayant une nouvelle approche pour Spider-Woman, Marv Wolfman est allé trop loin dans le mélodrame, et les scènes d'horreur et de maltraitance de Spider-Woman ne risquaient pas de passer auprès de la censure catho-bolchevique qui surveillait Luke, et qui n'avait de cesse que de lui foutre une oppression systémique, c'est-à-dire jeu de mots. C'est-à-dire pas compris. Ainsi, le Nova 39 a été tronçonné de 9 pages, et l'album Panini nous permet d'avoir l'histoire complète et de nous faire vibrer d'excitation, et ne me dites pas le contraire, je le sens d'ici. Puis, l'album nous montre le Spider-Woman numéro 6 de septembre 1978 avec le retour de Morgan Le Fay et l'entrée en scène d'un autre personnage d'horreur, le loup-garou. Là encore, Luke n'a pas voulu prendre de risques, et les éditions lyonnaises n'ont publié que 12 pages sur 18 dans ce même Nova numéro 39. L'assemblage maladroit est d'un minimalisme glauque, et l'épisode 5 et 6 de Spider-Woman dans Nova donne quelque chose d'assez pourri quand on le lit. C'est aussi amer qu'une promesse brisée dans la bouche. À titre de comparaison, c'est aussi moche que les dents d'Isabelle Alonso. L'épisode numéro 7 de Spider-Woman, datant d'octobre 1978, ramène Frère Grimm et Nick Fury en guest star. Marv Wolfman revient à un récit de super-héros classique où la louloute met des grands coups de chassé-bas dans les mollets de ses ennemis. Histoire qui a été publiée dans le Nova 40 en mai 1981. Enfin, l'épisode 8 de Spider-Woman, datant de novembre 1978, n'a pas été publié dans Nova, car il revient à un récit d'horreur avec des animaux évolués de Wundagore. En fait, cet épisode est divisé en 2 récits avec une histoire secondaire intitulée Le Costume. Mais tel un slip troué sur la corde à l'âge de la vie, ce récit dépareille dans la série. Cette histoire de 8 pages, dans la veine de la série de la 4e dimension, nous parle d'un chômeur contrôlé par un costume magique. Loin d'être du Beckett ou du Ionesco, cette histoire a été prise en dérision par l'équipe Marvel, et piqueté de la ruche, Marv Wolfman décide alors de passer la main et d'abandonner Spider-Man, n'ayant pas réussi à gérer cette publication après toutes ses tentatives. Mais chose intéressante, avant de passer la main, Marv Wolfman devait encore faire un numéro avec un nouveau personnage à introduire. En regardant un dessin animé de Tex Avery appelé Black Luck Blackie, qui évoquait la superstition selon laquelle on ne doit jamais croiser le chemin d'un chat noir sous peine d'être frappé de malchance, Marv Wolfman invente une vilaine dans le style des films noirs des années 40, habillée d'une longue robe et d'un large chapeau. Excellent! Qu'il décide d'appeler la chatte noire. Carmine Infantino avait même fait la couverture. Mais Archie Goodwin a demandé à Marv Wolfman d'écrire Amazing Spider-Man, et à la dernière minute, ce bon vieux Marv a décidé de ne pas utiliser la chatte noire dans Spider-Woman, mais plutôt dans l'Amazing Spider-Man. La couverture de Carmine Infantino a été enterrée, et Mark Grunwald a pris le relais. Et c'est Dave Cockrum qui va changer le costume de la chatte noire et la lancer dans l'Amazing Spider-Man avec sa nouvelle apparence. Comme pour Jessica Drew, c'est Marv Wolfman qui est à l'origine du nom de Felicia Hardy. Il a utilisé Felicia de Félix le chat et les frères Hardy pour inventer le nom de ce personnage. Bon, mais je ne vais pas m'attarder davantage sur ce personnage, d'autant que je lui ai déjà consacré une vidéo que je vous invite à aller voir et dont je n'ai pas mis le lien en description parce que je suis une grosse feignasse. Bref, pour en revenir à Spider-Woman, on peut dire que cet album Panini est très intéressant car non seulement on y voit la naissance de la jolie bonasse, mais surtout on voit comment le développement de son personnage a été laborieux avec une succession d'expériences qui, au final, ont eu raison de la volonté artistique du pauvre Marv Wolfman, un indispensable pour les fans de la bonasse
qui peuvent enfin lire l'intégralité de ses aventures, chose impossible à l'époque de Nova, où lire un bouquin de Lug, pas forcément adapté d'ailleurs à nos porte-monnaies, était aussi douloureux qu'une invitation à la fistinière. Ultra absorbant. Mais regardez-moi ces jolies figurines en plomb d'aigle mosse, avec cette somptueuse petite araignée effilée au cul furibond. De quoi se toucher le tralala devant cette Spider-Woman tout en couleur. Mais déjà intéressons-nous à cette belle petite chatte noire qui a comme un petit chat sauvage qui ressemble au tatouage que j'ai dans le cœur. Moins sexy, mais tout aussi stylé, voici à présent ce bon vieux Nick Fury, avec son gros calibre qu'il agite comme un objet de virilité ostentatoire. Mais voilà à présent Ben Grimm, alias la chose, dans son corps de pied relativement bien reproduit, et qui en fait une pièce de qualité. Mais déjà, voici l'invisible, à la silhouette aussi svelte que toutes ces connasses qui bouffent du yaourt à longueur de journée, en se foutant que le reste de l'humanité crève de faim, parce que ces dames veulent être effilées pour plaire. Et enfin, nous terminons en faisant dans le poilu avec ce loup-garou griffu au poil soyeux grâce à une alimentation équilibrée. Il mange du pal et il va bien. Voilà, je profite de la séquence précédente pour vous présenter quelques-unes de mes figurines, car je suis un putain de geek. Cette semaine, bande de petits farfadets chitineux, j'ai décidé de vous parler du Strange 160 d'avril 1983 pour la simple et bonne raison qu'il est mon Strange préféré. Alors ça y est, je vous entends d'ici et vous commencez à jouer les sceptiques en disant que j'aspine dans la pistache. Vous vous figurez que je vais vous servir du mou, nostalgique pour mélancolique en déprime et la jouer gagne petit. Mais que nenni, j'ai pas la vocation. On cause sérieux là. Oui, c'est le Strange que je préfère, d'abord parce qu'il n'a pas été imprimé sur du papier 100% chinois, et donc déjà c'est pas de la bouse, et on ne le répétera jamais assez. N'achetez pas chinois. Mais plus que tout, parce que toutes les histoires à l'intérieur de ce bel ouvrage à la couverture glacée non lavable sont bonnes comme ma Scarlett. Rien que la couverture, tout en couleur de Jean Frisano, déchire sa race avec ce Daredevil essayant de stopper Hulk, quelque peu allergique à la maréchaussée. Le Strange s'ouvre sur l'invincible Iron Man, intitulé La mission du Mauler de David Michelinie et de John Romita Jr. Cet épisode couillu est tiré de Iron Man 156 de mars 1982. L'épisode est un one-shot censé nous présenter le retour d'une armure que les lecteurs sont censés reconnaître, alors qu'en France, en cette bonne année 83, ce n'en était pas le cas. Cette armure du Mauler est apparue pour la première fois dans le Daredevil 167, soit en novembre 1980, sauf qu'à cause du décalage entre la VO et la VF, Luke nous présentera sa première apparition dans le Strange 164 en août 1983, soit 4 mois après cet épisode d'Iron Man. Vous m'avez compris ? Non. David Michelinie fait donc revenir cette fameuse armure du Mauler, une création de la société Edwin Cord, qui a été rachetée par Tony Stark suite à une sombre histoire qui remonte au moins au Strange 148, voire même avant, je me rappelle plus. Bref, sans vouloir donner des cours de catéchisme, ça renifle le malhonnête. Car la saga d'Iron Man a la grande qualité de nous montrer que Tony Stark n'est pas aussi droit qu'il ne le laisse paraître. C'est un vrai marouflard dont la jactance peut défroquer à tout moment un moine trappiste. Et j'adore ce genre de choses. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Ça donne du lustre à la patine de cet univers. Et au milieu de tout cela, un nouveau personnage met la main sur l'armure en question et commence à mettre le boxon chez Stark Enterprise. Ce qui est surtout intéressant, c'est que l'épisode met l'accent sur la relation entre Brendan Doyle, alias le Mauler, et Jim Rhodes, le grand pote de Tony. Ils ont un passé militaire commun, et il ne fait nul doute qu'en 1982, quand Michelinie écrit cette histoire, la thématique des anciens du Vietnam est encore très forte. Et justement, l'auteur veut nous montrer que les anciens soldats devenus mercenaires peuvent avoir des orientations éthiques très différentes. Et c'est pas parce que tu bouffes du quinoa de façon hebdomadaire que tu restes zen. Et dans cette histoire, c'est très net entre les deux personnages. Chose intéressante, Iron Man est un peu en retrait et n'est pas le personnage principal, même si le lecteur peut se rassurer, il est bien là au moment de la bagarre. Et c'est donc ce bon vieux Jim Rhodes qui est le pilier de cette histoire péchue. Et c'est même lui qui mettra fin à l'affrontement au moment où le Vengeur Doré manque de se faire mazouter le pingouin. On ne peut que se régaler des dessins de John Romita Jr. qui est très en forme. Il nous a pondu des planches qui déchirent sa race. Tu m'étonnes. C'est beau graphiquement et tout le talent de l'artiste pour la narration graphique nous pète au visage avec des mises en page très soignées et dynamiques. Malheureusement, Romita n'est pas ancré par Layton, mais par Pablo Marcos. C'est pas moche, bien au contraire, et le résultat est vraiment chouette, même si on ne retrouve pas tout le côté clinquant de l'ancrage de Bob Layton. Mais j'insiste, ça reste fort agréable à regarder. C'est donc un excellent épisode qui donne un rôle majeur à Jim Rhodes, bien avant qu'il ne vienne le héros de la série à la place de Tony. Puis le Strange enchaîne sur l'homme araignée, avec un épisode tiré de l'Amazing Spider-Man 205 de juin 1980, écrit par David Michelinie et dessiné par Case Pollard. Il s'agit de la fin de l'arc racontant la
confrontation entre Spider-Man et la chatte noire, ou plutôt devrais-je dire chatte racisée pour reprendre un néologisme des bobos macronistes. Ah, la chatte noire. David Michelini nous dévoile les motivations de la chatte noire et bon, sorti du fait qu'elle ne joue pas ses mijaurées et qu'elle a le tisseur dans la peau, en d'autres termes, qu'elle aimerait bien se faire péter le stick par l'araignée, sans vouloir paraître chipoteur comme un vegan devant un flan au soja avec des graisses animales, on reste un peu sur sa faim. Telle l'absence de réelle problématique d'une copie de philo d'un bachelier 2021, on voit arriver le truc assez rapidement et surtout les motivations de la chatounette ressemblent à de la psychologie de supermarché dans le genre Lidl, autant dire du bas de gamme qui constitue l'obédience alimentaire dont se contentent les fans de Joule ou les supporters du PSG. Après attention, hein, ne vous emballez pas, hein, je ne juge pas les gens qui vont chez Lidl. Moi-même j'ai un ami qui y va parfois. Nonobstant, l'épisode est sympa à lire. Le récit s'attarde vraiment sur ce pauvre Peter qu'on connaît par cœur et qui ne va pas vraiment bien dans sa live. Il passe vraiment pour un gros loser, notamment avec sa nouvelle relation amoureuse qui se rend compte qu'elle n'arrivera pas à se faire beurrer la tartine façon Chris Prolls. Côté dessin, Case Pollard signe des planches joliment réalisées qui sauvent la faiblesse du scénario de Michelini. Sous les coups de crayon de l'artiste, Spider-Man est à la fois puissant et dynamique comme moi au quotidien. Et sa chatte noire est vraiment très soignée. Non, il n'y a pas d'allusion graveleuse dans cette phrase. Alors oui, ce n'est pas forcément le meilleur épisode de Spider-Man, mais c'est pas non plus le moins bon, et ça se lit très bien quand même. On va dire que c'est supérieur à du jambon supérieur. J'ai pas compris l'allusion là. Bah, c'est pas grave, de toute façon on arrive à la fin de la vidéo. Le saviez-vous? Les gardes de sécurité du musée Hendrix, Bud et Lou sont des caricatures des comédiens des années 40 et des débuts 50 appelés Abbott et Costello. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le reste de ce merveilleux Strange est constitué d'un épisode de l'intrépide Daredevil, récit remarquable tiré du Daredevil 163 de mars 1980, écrit par Roger Mackenzie et dessiné par le plus philanthrope des artistes américains, j'ai nommé Monsieur Frank Miller. Alors vous allez être étonné, mais j'adore cet épisode à la délicieuse odeur de levrette qui me fait chaque fois penser aux andouillettes. T'es un poète toi, hein. T'es un peu le Michel Baudelaire de YouTube. Merci, c'est sympa. Pour en revenir à cet épisode de Daredevil, il est pour moi le meilleur épisode que j'ai lu du Diable Rouge. Non, ne jugez pas mes goûts. Moi-même, je ne juge pas le fait que vos darons écoutent du Frank Michael. Ah, mais c'est bon mes polos, nos rages. Gobez pas dans la combine, vous voyez bien que je pavoise et que je fais dans le ludique. En effet, l'épisode est passionnant. Daredevil doit affronter une vraie menace, bien loin des gangsters endimanchés et autres clowns masqués habituels, puisque cette fois-ci, c'est Hulk en personne. Matt Murdock va croiser le chemin du géant vert. Ho ho ho. Géant vert. Et il va aider Bruce Banner à se maîtriser, car je vous rappelle qu'il subit une pression de la privation extérieure, et non, c'est pas le foie, ça se saurait. Le gars est un tantinet tendu du cortex, et l'enjeu pour Daredevil est d'éviter que le titan de jade fout toute la ville en l'air, chose qui serait embêtante, car il faudra rappeler le paysagiste. Il y a des changements de temps dans ta phrase qui me gênent un peu. Ouais bah va te faire branler, Trotska. Les gens disent que Peter Parker et Mary Jane Watson assistent à la fête du début avec Matt Murdock. C'est tout à fait possible, mais les deux personnages sont mal colorés et en contraste sombre. Mary Jane a par exemple des cheveux blonds, plutôt que ses cheveux roux distinctifs. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pour ceux qui s'en souviennent, cette partie de l'épisode est visiblement inspirée d'une partie du téléfilm appelé Le procès de l'incroyable Hulk, avec Rex Smith en Matt Murdock et Bill Bixby dans le rôle de Banner. Mais bien sûr, ça va quand même partir en live car Hulk va retenir tout ce qu'il a en lui jusqu'à ce que ça éclate, et vous le savez, c'est pas très bon de retenir. Moi ça me fait exactement la même chose quand je bouffe de la choucroute. Hulk va finalement courjuter des segments et la ville finira par être bonne pour le musée d'art moderne. Rien ne va lui résister si ce n'est son 501 qui n'est pas de la frime. Il ne fait aucun doute que Roger Mackenzie s'inspire ici de la série télévisée. Il insiste justement sur l'inévitable et tragique transformation de Bruce Banner due à son entourage agressif. Et plus que jamais, cet épisode est le symbole du surnom de Daredevil, l'homme sans peur, car il faut en avoir dans le phasard pour se mettre sur le chemin de Hulk, même s'il va se prendre une raclée monumentale. Car oui, Daredevil va apprendre à faire parler le cuir de son costume, il va être âpre dans la défaite et magistral dans la brinlée. Daredevil se relèvera toujours et encore pour tenter de raisonner un Hulk déchaîné. Bon, inutile de vous dire que Luke va censurer bien des scènes, et en particulier celle où Hulk se mornifle une bastos dans la carafe, car un flic a oublié de débrayer son soufflant et risque de se faire dévisser pour perpète, ce qui est le thème de la couverture. On voit une très nette différence dans l'ancrage de l'histoire entre les deux premières pages ancrées par Klaus Janson et toutes les autres ancrées par Joseph Rubinstein. Ça saute aux yeux comme la misère sur le petit monde. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat... Ta gueule!
L'épisode est plein de suspense et surtout nous avons 2 cliffhangers, avec Daredevil en piteux état à la fin de l'épisode parce qu'il s'est fait maraver la tronche et on se demande s'il ne s'est pas rencardé avec le grand barbu pour un dépôt de bilan. Mais c'est aussi un cliffhanger crispant avec le journaliste Ben Urich qui a la confirmation que sa théorie sur l'identité secrète de Daredevil est exacte et tout ça à cause de cette travailleuse du sexe nommée Heather Glenn qui n'a pas su la fermer une fois de plus. Sa jactance est décidément vraiment nocive. Franchement, à l'époque, je ne voyais pas comment toute cette histoire pouvait bien se terminer et il fallait attendre un mois. C'est aussi dur que de bouffer sans gluten pendant ce même délai. Ouais, c'est pas faux. De son côté, Frank Miller est en forme. Ses planches sont dynamiques quand il s'agit de mettre en scène un Daredevil virevoltant face à Hulk. Miller nous fait bien ressentir sa puissance à chaque dessin, et en particulier quand il tartuffe les estampilles de Daredevil, et rien que pour ça, je rends grâce Kelly au dessinateur. Mais ne m'obligez pas à en dire plus sur Miller, question d'éthique, ça m'indispose. Et enfin, le Strange 160 termine avec Rome, le chevalier de l'espace, dont le titre est « Des araignées venues du ciel ». On est bien dans le thème de cette vidéo, hein, avec toutes ces arachnides, vous ne trouvez pas ? Non. Ce récit, tiré du Rome numéro 30 de mai 1982, est écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema. John! Cette fois-ci, Rome est confronté à un ennemi de taille qui ne turbine pas dans les roues flaquettes, puisqu'il s'agit du maître du métal, dont le cul semble monter sur rotule. Le mec contrôle, comme son nom l'indique, le métal, et justement, Rome n'est rien d'autre qu'une carcasse de métal vivant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à la moindre mouvance de trop, le maître du métal risque d'attaquer le gros œuvre. Bill Mantlo fait monter la sauce crescendo lors de l'affrontement entre les deux personnages, jusqu'au moment tant redouté où le maître du métal va utiliser directement son pouvoir sur Rome, afin de le faire clapoter dans la pâture. Rome risque d'avoir du mal à cicatriser, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Si on exclut les éternels jérémiades du Chevalier de l'Espace sur son humanité perdue et ses sentiments interdits, l'épisode est loin d'être une invitation à la fistinière. Bien au contraire, il est très intéressant sans compter que les auteurs en profitent pour développer encore un peu plus les pouvoirs de la torpille en vue des futurs épisodes. Sal Buscema s'éclate en signant des planches qui servent parfaitement le scénario de Bill Mantlo. Et c'est donc un très bon épisode, avec de la grosse castagne comme on les aime. Bref, ce Strange est vraiment un pur moment d'évasion que ne renierait pas Carlos Ghosn. Il m'a fait asperger dans la dentelle pendant de nombreuses années avec ses épisodes somptueux qui font plaisir aux mirettes mais belettes. Il saura combler le vide affectif que ressentent tous les lecteurs de comics. Ce Strange n'a pas pris une ride, contrairement à Frank Miller qui, je sais pas si vous avez vu les dernières photos, est une vraie Sierra Leone. Mais il est temps pour moi de rendre l'antenne. J'espère que je vous ai titillé la fibre nostalgique avec ce magnifique Strange. Laissez vos souvenirs dans les commentaires et n'oubliez pas de faire le 16-1 si vous envoyez votre message depuis la province. C'était Bob Zombie et le grand orchestre en grève de l'ORTF, à vous, Cognac G. Philippe, je sais où tu te caches. Non, Abdel Rauf, Ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ta gueule! Philippe, je sais où tu te caches.